Au cœur de la vallée de la Loire, le château de Montreuil-Bellay impose sa silhouette depuis près de 1000 ans. D'abord forteresse médiévale, il s'est transformé au fil des siècles en une résidence élégante marquée par la Renaissance. Nous rencontrons aujourd'hui sa propriétaire, Madame de Valbray, qui nous ouvre exceptionnellement les portes de ce lieu emblématique pour une visite privée au cœur d'un château toujours habité. Bonjour Madame de Valbray. Bonjour Madame. Merci de nous accueillir chez vous, au château de Montreuil-Bellay. Alors on a fêté les 1000 ans du château l'année dernière, Oui, c'est ça? oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le contexte de la fondation de ce château? Enfin, pourquoi est-ce qu'il a été fondé et par qui? Afin qu'on comprenne bien quelles étaient en fait l'importance de ce site, pourquoi il était stratégique à l'époque. D'accord. Eh bien écoutez, il faut se reculer dans l'histoire et venir en 1025, date à laquelle Fulconera, le 4e comte d'Anjou, a décidé d'étendre son territoire angevin au sud et a choisi cette place pour venir fortifier son comté au sud. Alors pourquoi cette place qui était une forêt avec, peuplée de petits monastères? Parce que nous sommes sur un éperon rocheux qui permet de voir sans être vu et de contrôler les environs. Parce que nous sommes au bord d'une rivière qui constitue une protection naturelle, une protection supplémentaire importante pour se défendre et éviter l'intrusion sur le lieu. Et enfin parce que nous sommes à la croisée de 2 routes romaines stratégiques, commerciales, qui reliaient et qui relient toujours Angers, Poitiers et Saumur-Niort. D'accord. Et donc là, ce qu'on peut apercevoir donc derrière nous, c'est vraiment les vestiges en fait de la forteresse médiévale. Ah, ce ne sont pas des vestiges, ça vit. Alors Fulconera, qui était très ambitieux, qui a fait de son comté un comté absolument colossal, puisqu'il a construit plus de 140 châteaux et forteresses, devant continuer à descendre au sud pour étendre au sud son comté, eh bien, il confie la place à un de ses amis, fidèle compagnon, Berlay. D'accord. Berlay viendra donc prendre la place et avec la mission de la fortifier pour la rendre imprenable. Et c'est ce que fera la dynastie des Berlay pendant 200 ans. Ils vont fortifier le donjon de Fulconera pour rendre cette place imprenable. Alors, je peux vous parler des fortifications que nous voyons, si vous le souhaitez. Oui, oui, oui. Alors, tout d'abord, pour ce qu'on appelle la barbacane. Non, la barbacane est à l'extérieur des fortifications. Elle est à l'extérieur, d'accord. Nous sommes dans la barbacane. La barbacane est une pièce de défense avancée, une vigie qui permet à la défense avancée du château d'en contrôler l'entrée, d'en protéger l'entrée, mais ce n'est pas une fortification en tant que telle. Il n'y a pas beaucoup de barbacanes qui restent en France. Celle la plus connue, c'est celle de Carcassonne. Mais ce n'est pas... C'est une fortification avancée, mais ça ne fait pas partie du système de défense du donjon. Le donjon se trouvait derrière la muraille. Et pour le protéger, les Berlay ont commencé par creuser un énorme fossé de 700-800 mètres de diamètre. Ils ont érigé cette muraille que nous voyons ici, qui fait 600 mètres de circonférence. Cette muraille, elle est surmontée d'un chemin de ronde qui permet la défense des soldats, la circulation des soldats au-dessus. Elle est percée d'un corridor qui permet la circulation des soldats à couvert. Et elle est renforcée par 18 tours de flanquement que nous voyons ici, qui sont des tours qui ont généralement 3 étages. Et ces tours de flanquement ne sont pas là pour consolider la muraille, elles sont là pour permettre aux soldats qui se trouvent sur la muraille de contrôler le contrebas de la muraille sans s'exposer. C'est une excroissance à la muraille qui permet, en s'avançant, de contrôler le bas de la muraille sans avoir à se pencher, si vous voulez.
La muraille est renforcée de 18 tours de flanquement. Il en reste 15. Ces tours sont disposées à intervalles réguliers tout autour de la circonférence de la muraille, sauf dans les endroits névralgiques ou stratégiques où elles sont resserrées, c'est-à-dire dans les changements d'angle et devant nous, l'entrée, où elles sont resserrées pour augmenter la capacité de défense. Si l'on regarde, elles sont couronnées d'un crénelage, c'est-à-dire elles sont couronnées de parties évidées qu'on appelle le créneau, par lequel on peut tirer, et de parties pleines que l'on appelle le merlon, qui permet aux soldats de se protéger. Alors, où est-ce que nous nous trouvons là, Madame de Valbray? Nous nous trouvons sur le pont-levis qui protège le Châtelet, qui lui-même protège l'entrée du château. Le pont-levis était toujours relevé. Nous voyons ici les encoches de ses bras. Un peu plus loin, la trace de ses chaînes. C'est un pont-levis à chaînes dont le treuil se situait au-dessus, dans la chambre de pont-levis. Et puis le Châtelet est encore protégé par des obstacles supplémentaires que sont la herse, qui est une grille qui coulisse verticalement, qui était en bois puis en métal, et qui est surmontée d'un trou qu'on appelle un assommoir, par lequel l'on pouvait assommer les indésirables. Et enfin, ce Châtelet, dans son entrée, est protégé par une grande porte en bois. Celle-ci est du XVe siècle, qui était toujours fermée, et qui est dotée d'une poterne, une toute petite porte par laquelle on peut passer que un par un, et qui permettait le contrôle des entrées et des sorties. Alors, Madame de Valbray, nous étions donc dans la partie plus médiévale du château tout à l'heure. Le château a beaucoup évolué au fil des siècles. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les grandes étapes de sa transformation et à quel moment est-ce qu'il est devenu un petit peu plus résidentiel, en fait, ce château? Alors, première étape, je vous l'ai dit tout à l'heure, 1025, château de défense. Les Berlais qui ont géré la place pendant 200 ans, eh bien, les héritiers des Berlais, ce sont les d'Harcourt, et nous sommes à la Renaissance. Et la famille d'Harcourt hérite de ce château au moment de la Renaissance. À la Renaissance, les baronnies, les comtés n'ont plus besoin de se faire la guerre. Tout le monde est relié au roi de France qui protège tout ce petit monde. Et donc, les châteaux n'ont plus de vocation à se défendre. Le défensif, et les d'Harcourt, au lieu de tout raser, comme certains châteaux de Bourgogne, ils ont décidé de le moderniser. Et ils sont venus apporter, insérer, lover dans l'enceinte générale du château, de la muraille générale du château, 6 bâtiments. Ils construisent la collégiale, qui est leur chapelle privée, longue de 40 mètres, à la gloire de Dieu, mais aussi à la gloire du prestige de leur famille. Ils agrandissent le Châtelet à l'ouest, et le percent de fenêtres à meneaux pour faire rentrer la lumière et le rendre agréable à vivre. Et puis ils construisent une cuisine à foyer central pour nourrir toute la cour qui séjournait ici. Ils élèvent ces quatre maisonnettes au fond, à côté de la cuisine, pour y héberger les chanoines qui desservent la collégiale, et y héberger également l'intendant général du château. D'accord. Et enfin, ils élèvent le Châteauneuf. Le fameux Châteauneuf. Qui est achevé en 1468, si mes souvenirs sont bons, et qui illustre toutes les caractéristiques de la Renaissance. L'élévation, qui contraste avec l'horizontalité de la muraille et des remparts, et les ouvertures, on ouvre pour faire rentrer la lumière, et on décore.
Alors, donc le château a traversé la Révolution française. Que devient-il à cette époque? Mais il est aux mains des princes de la Trémouille et il est confisqué par les révolutionnaires pour en faire une prison pour femmes royalistes. 800 femmes royalistes sont déportées, enchaînées, pieds nus, à pied d'Angers, pour être enfermées ici. 250 d'entre elles vont décéder de mauvais traitements et du typhus. Certaines d'entre elles sont d'ailleurs enterrées plus loin dans le jardin. Et comme il n'y avait pas assez de place, le surplus d'entre elles sont enterrées dans une partie de la ville qui s'appelle le Chemin des Dames. Et donc, est-ce qu'il a été endommagé, transformé à cette période? Il a surtout été endommagé puisque c'était une prison, il n'a pas été entretenu. Et à la fin de la Révolution, eh bien, ce château était à vendre ou pour en faire une carrière de pierre, ou pour en faire une future nouvelle résidence. Et c'est un riche marchand de vin de Saumur qui le rachète pas pour la beauté du château et le château, mais pour le vignoble qui est attaché depuis 600 ans. Et il voulait ses terres. Donc il a acheté le château pour avoir ses terres. D'accord. Alors, au-delà des grandes dates, ce sont aussi des histoires humaines qui marquent les esprits. Est-ce que vous auriez une anecdote ou un personnage lié au château que vous aimeriez nous raconter son histoire? Oui, ce serait l'histoire de Anne-Geneviève de Bourbon-Condé, duchesse de Longueville. Nous sommes au XVIIe siècle. Le duc de Longueville, qui préside aux destinées de ce château, épouse une femme de 25 ans plus jeune que lui, Anne-Geneviève de Bourbon-Condé, qui est nièce d'Henri IV, princesse de sang royal, belle, blonde aux yeux bleus, pulpeuse et surtout très intelligente. Elle lui donnera 4 enfants, elle aura plus d'une quinzaine d'amants et elle va contester la régence de Louis XIV. Elle ne comprend pas pourquoi 2 étrangers président aux destinées de la France, à savoir Anne d'Autriche, qui est espagnole, et Mazarin, qui est italien. Pourquoi ces 2 personnages-là président aux destinées de la France, alors que son frère, le Grand Condé, militaire incontesté du royaume, serait évidemment plus approprié par son sang pour le faire. Et elle va fomenter la Fronde des Princes. Et elle va donc demander à un certain nombre de comtes, de princes, de ducs, etc., de se coaliser contre la régence. Et puis, lorsque Louis XIV accédera au trône à 14 ans, eh bien Louis XIV va punir sa cousine Anne-Geneviève de Bourbon-Condé d'avoir ainsi tenter de déstabiliser le pouvoir. Et il va donc l'exiler avec interdiction d'en sortir dans son château de Montreuil-Bellay, ici, pendant 4 ans. Et elle, qui était femme de la cour adulée, qui avait le droit de tabouret, elle dit, si on me chasse de la cour, je ferai venir la cour à moi. Et c'est ce qu'elle fait. Elle fait venir des poètes, ses amants, C'était une femme... une femme forte. Ah oui, une femme clair. forte. Et alors, pour se désennuyer, elle fait le pari de monter cet escalier à cheval. Cet escalier en 4 révolutions et demie et 75 marches vous conduit à un sommet qui est très très beau, qui est en anse de palmier, et elle fait donc le pari de monter avec son cheval ce qu'elle a fait. Ici même. Et ce cheval, eh bien, arrivé en haut, n'a pas voulu redescendre. Il a fallu lui bander les yeux pour le faire descendre à reculons. Et l'on dit encore, on dit toujours que parfois dans les nuits d'orage, le hennissement du cheval est entendu dans cet escalier voilà, résonne dans cet escalier. D'où l'importance de cet escalier.
Alors, nous avons parlé de guerre, nous avons parlé de pouvoir. Attardons-nous un peu sur la vie quotidienne. Comment les gens occupaient-ils leur temps? Est-ce qu'ils avaient des moments de détente, des moments de jeu? Que faisaient les seigneurs à cette époque? Eh bien, écoutez, ils faisaient des banquets sur des tables qu'ils dressaient. Ici, vous avez une table dressée, mais qui n'est évidemment pas une table 15e. Elle est dressée pour vous accueillir. Et après le repas, le seigneur se distrayait. S'il n'allait pas à la chasse ou faire des joutes, il allait faire un jeu d'échecs ou un jeu de cartes avec sa douce ou avec des amis. Ah, dame Isabeau, voilà qui conclut l'affaire. J'ai gagné cette manche. Vous gagnez souvent, mais seulement lorsque vous comptez les points à votre manière. Comment cela? Mais je compte fort honnêtement. Alors expliquez-moi pourquoi vous comptez 3 points pour un valet. Eh bien, ma foi, par ma barbe, ce valet me paraît fort valeureux. Fort pratique, monseigneur, fort pratique. Eh bien, un petit avantage pour le maître des lieux n'est point un crime. Dans ce cas, je prends la mise. Quoi? Montrez voir. Roi, dame, vous voilà battu. Oh! Battu? Impossible. Vous oubliez que c'est moi qui vous ai appris ce jeu. Parbleu, ma foi, juste le fait d'apprendre l'épée. L'épée. Vous perdez la face. Souvenons-nous de ce duel avec votre cousin. Mais il avait bien trébuché. Sur votre pied. Revanche. Encore? Mais je ne puis laisser l'honneur du château entre les mains d'une dame. Alors préparez-vous à perdre l'honneur et la bourse. La bourse? Mais enfin, madame, Vous avez parié 10 écus à la manche précédente. par Saint-Antoine, j'avais oublié. Tant mieux pour moi. Très bien, mais cette fois, je mélange. Excellente idée, messire. Peut-être aurez-vous enfin une chance. Alors, le château a également une culture viticole. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la confrérie des sacs à vin? Quel est son rôle et quand est-ce qu'elle a été créée? Alors, la confrérie des sacs à vin est une confrérie qui a été créée en 1904 par mon arrière-grand-père, Georges de Grandmaison, qui était sénateur et qui voulait évidemment promouvoir les vins d'Anjou, d'où cette confrérie. Qu'est-ce que c'est qu'un sac à vin? Eh bien, c'est ce petit tonneau d'une contenance de 3 litres que le vigneron emportait l'hiver dans les vignes pendant les tailles des vignes, l'hiver pour tailler les vignes. Et il emportait dans ce petit tonneau du vin coupé d'eau pour se réchauffer l'hiver. Pour devenir sac à vin, eh bien, il faut pouvoir, après un banquet bien arrosé dans ses caves, remonter l'escalier en vis que nous avons pris pour descendre, remonter avec un verre à la main, à l'envers et sans toucher les murs. Et si on y parvient, on est invité à la sortie à prêter serment devant le portrait de Rabelais. Si mon verre est plein, je le vide, et s'il est vide, je le plains. Eh bien, un grand merci, Madame de Valbray, pour votre accueil très chaleureux et pour cette visite très intéressante. Vous nous avez ouvert les portes de ce patrimoine exceptionnel et franchement, c'était très gentil de votre part. Merci d'être venu. C'était une joie partagée et revenez. Avec plaisir. Donc, si vous aussi, vous avez envie de découvrir ce lieu chargé d'histoire, eh bien, à partir de quand les visiteurs peuvent venir? 1er avril. 1er avril au 1er novembre, chaque année. Donc là, la saison va démarrer dans 2 jours. Dans 2 jours. Et ce n'est pas un poisson. Très bien. Eh bien, vous pourrez retrouver toutes les informations pratiques, horaires de visite, tarifs, sur le site du château. CMB email. Voilà, parfait. Eh bien, je vous le conseille parce que c'est une très belle idée de sortie
au cœur de la vallée de la Loire.